Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'immobilier en France, donc un actif sécurisant. Donc tout d'abord, je suis Michael, fondateur de plusieurs sociétés et du cabinet Mallet Conseil. On accompagne des personnes sur leurs projets immobiliers en France et à l'international. Donc là, vous avez toutes mes coordonnées. Si vous voulez me contacter, donc mail, téléphone, et on a voilà, notre site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'immobilier en France ou sur d'autres actifs. Donc, dans un premier temps, pourquoi investir dans l'immobilier en France? Donc déjà, il y a un point essentiel, c'est que on a l'effet de levier du crédit. Donc, on n'aurait pas à l'étranger, bien sûr, il faut avoir une situation stable et être résident français fiscal, être français pour pouvoir investir dans l'immobilier avec le crédit. Et voilà, un point essentiel, l'effet de levier qui va vous permettre de lever des fonds pour investir dans l'immobilier en France. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est comment bien investir dans l'immobilier en France, quels sont les éléments à connaître. Voilà, vous ayez tous les éléments pour investir comme il se doit sur le marché français. Donc, partie 1, donc, l'état du marché actuel. Donc, on reste résilient face aux tensions géopolitiques. Donc, on voit que l'immobilier reste une valeur refuge. Tout le monde a besoin d'un toit sur la tête et ça ne va pas changer dans les années qui viennent, je ne pense pas. Donc, voilà, on reste sur une valeur qui a une cohérence absolue pour son patrimoine et une diversification de patrimoine. Donc derrière, on a bien sûr les DPE, on en parle de plus en plus, donc diagnostic énergétique de performance énergétique. Donc là, on va avoir un point à intégrer dans ces investissements, c'est de se dire il faut qu'ils répondent à une norme spécifique et donc il faut bien le prendre en compte dans son investissement. Donc ça peut permettre de faire des bonnes affaires, mais il faudra bien chiffrer les travaux et avoir un projet cohérent pour être tout simplement rentable et avoir fait un bon investissement. Donc les taux restent à peu près entre 3 et 3,5, des fois un peu plus, un peu moins. Ça dépend vraiment de votre profil, bancaire. Voilà, on reste autrement avec des taux, bien sûr, plus élevés qu'on a connus, mais c'était aussi une anomalie d'avoir des taux à 0,8, même si c'était très bien. On voyait que ça ne pouvait pas durer comme cela. Donc là, on va le situer entre 3 et 4% en fonction des personnes. On a un élément aussi qui est à prendre en compte, c'est que le coût des travaux a beaucoup augmenté. Donc, on a pu le voir même quand on va faire ses courses ou autres. On a une inflation qui est grandissante, qui a énormément augmenté après le Covid. Et ça, bien sûr, ça s'est répercuté sur l'immobilier, donc le coût de construction, que ce soit sur du neuf ou les travaux avec l'ancien. Et en 2024, donc, on a eu la fin de la loi Pinel, pour ceux qui connaissent, donc une loi de défiscalisation qui s'est arrêtée et qui n'a pas été reconduite. Voilà, on n'a pas eu de loi spécifique identique qui ont perduré dans les années qui viennent. Voilà, ils ont tout simplement arrêté cette loi fiscale. Donc là, on va voir les différents types d'investissements immobiliers. Donc le premier, le plus simple, c'est la location nue. Donc on détient un appartement sans meubles, voilà, on va le louer sans meubles, voilà, nu, rien dedans. Et derrière, on va avoir une fiscalité qui va être plutôt lourde. Voilà, je dis bien, on le possède à titre personne physique. Donc là, on va avoir sa tranche marginale d'imposition. Donc vous pouvez voir, là, je vous ai mis les tranches 1, 2, 3, 4, 5, donc toutes les tranches, en fonction d'où vous êtes actuellement. Et ben demain, si on prend l'exemple, vous êtes à la tranche des 30%, vous avez déjà avec votre salaire, etc., vous êtes déjà fiscalisé, vous êtes déjà dans cette tranche pour vos revenus, et ben derrière, vous allez venir ajouter vos revenus fonciers. Donc vous aurez 30% plus 17,2 de CSG, donc les cotisations sociales. Et là, on peut voir qu'on est vite à 50% de taux d'imposition sur ces loyers si on ne fait pas
d'optimisation si on ne va pas creuser et voir ce qu'il est possible de faire avec ces investissements immobiliers. Donc, faire très attention parce que le poids de la fiscalité en France est très lourd bien sûr sur plein de pôles, mais sur l'immobilier reste aussi très lourd. Donc, bien ajuster son projet et prendre en compte pas que le projet et sa rentabilité, mais la fiscalité qui va peser dans la balance et vos choix. Donc voilà. Et puis on peut voir aussi, si on a une tranche à 45%, bah là c'est encore pire, on va être taxé jusqu'à 62,2% sur ses revenus. Donc on se dit, on touche 10 000 euros à l'année, et ben au final on va reverser 2220 euros, 6220 euros d'impôts. Donc on voit que c'est plus du tout rentable au final pratiquement, et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire si on a de la fiscalité déjà présente. Après, on a un choix, c'est de faire de la location nue, mais avec une société. Donc, une SCI à l'IR ou à l'IS, une SARL de famille moins connue. Voilà, on va créer une société qui va détenir ce bien et on va le louer. Donc là, déjà, on va avoir des ajustements qu'on n'aurait pas à titre personnel, personne physique, sur notre locatif, sur notre bâtiment. Donc, on va pouvoir déjà l'amortir. Donc, s'il y a un point vraiment essentiel que je veux que vous reteniez, c'est l'amortissement. Il faut comprendre que c'est une puissance qui est forte dans l'immobilier. Contrairement à ces résidences principales où on n'a aucun ajustement, et ben là, on peut amortir la bâtisse. Donc, hors le terrain, donc que le bâtiment. Donc, ça va être un pourcentage du projet. Souvent, on va être entre 20 et 10%. Et on va pouvoir amortir ce terrain tout simplement. Donc, amortir notre bâtisse hors terrain. Donc là, vous allez prendre dans le temps, vous allez voilà, pouvoir déduire cet amortissement sur vos loyers. Donc, ça va vous permettre de ne pas payer d'imposition sur une partie de vos loyers, tout simplement. Donc là, ça va être vraiment une force. Donc là, déjà, on va avoir un premier ajustement, c'est de se dire, sur une société, on peut amortir ce bien et réduire sa fiscalité. Deuxièmement, on a une optimisation fiscale sur la partie succession. Donc c'est c'est plus simple au final de léguer des parts de société que de léguer un bien en complet. Parce que vous devez toujours avoir une bonne proportionnalité avec vos enfants, si vous en avez plusieurs. Après, si vous n'avez pas d'enfants, là, c'est complètement différent. Mais si vous avez des enfants, eh ben, peut-être les intégrer dans une SCI, c'est plus simple. Et en plus, vous aurez moins de fiscalité parce que les parts de société sont moins fiscalisées qu'un bien en immobilier, tout simplement. Moins de fiscalité. Et par contre, vous ne pourrez pas faire de l'achat-revente en tant que tel. Vous pourrez, mais ce n'est pas adapté sur une SCI ou autre de faire de l'achat-revente. On aura d'autres structures où là, on sera plutôt sur une approche commerciale à proprement parler. Voilà, une autre société, mais pas une SCI, en tout cas, pour faire de l'achat-revente. Et sur une SCI, on sera plutôt sur du long terme. On reste sur l'immobilier. Il faut quand même prendre en compte que c'est des projets qui sont plutôt, bien évidemment, moyen-long terme. Après, une fois qu'on a fait le tour de la location nue, en tant que personne physique ou via une société, on a des dispositifs qu'on peut mettre en place, c'est de louer en meublé. Donc, mettre les meubles, tout ce qui va avec, les tables, etc. Et donc, tout soit meublé. Vous avez une liste spécifique qui existe et il faut la suivre à la lettre. Et derrière, vous allez, dans un premier temps, on va prendre l'exemple de la longue durée. Donc, vous allez pouvoir louer à un couple, une famille, un appartement pour 1 an ou plus. Et là, déjà, vous aurez aussi pareil, donc vous pouvez le détenir à titre personne physique, et vous allez pouvoir amortir le bien. Donc pareil, on revient sur un point essentiel et clé, c'est l'amortissement. Donc là, vous pourrez amortir votre bien, toutes les charges afférentes, que ce soit le mobilier ou autre. Donc là, pareil, c'est un plus. Donc bien sûr, je répète, uniquement la bâtisse et pas le foncier, pas le terrain. Voilà, il faut bien le prendre en compte. Et on aura un régime, on a deux régimes. Soit on a le régime micro-foncier, soit on a le régime réel. Donc, vous pourrez choisir quand on commence à passer sur ce type de projet, donc quand on est sur du meublé, quand on veut aller un peu plus loin, on voit que le régime réel est très bien.
faudra mettre peut-être un comptable dans la boucle pour certifier tous vos chiffres en cas de contrôle ou autre. Mais par contre, c'est un régime qui est très bien, contrairement au micro, qui est simplifié, mais au final apporte moins d'optimisation. Et quand on fait de la location meublée, vous avez dû sûrement entendre, si vous vous intéressez à l'immobilier en tant que tel en France, qu'on a quand même pas mal de restrictions qui arrivent sur le Airbnb. On ne sait pas trop comment dans l'avenir ça va évoluer. Donc il y a un risque pour votre stratégie. Et bien là, on va sur de l'allocation meublée. On n'a pas d'impact en tant que tel. On sait qu'on pourra louer sans restriction forte sur ce type de location. Donc ça, c'est aussi un plus. Ça vous permet d'avoir une stratégie qui est long terme sans vous poser trop de questions et vous dire demain, peut-être que je ne pourrais plus louer mon appartement autrement en Airbnb. Donc derrière, autrement, si vous voulez booster la rentabilité, mais pareil, avoir une approche qui est moins contraignante que le Airbnb sur l'aspect fiscal et tout ce qui va peut-être arriver sur le Airbnb. Donc là, vous avez la colocation. Donc, que ça soit, souvent on entend les étudiants, ça peut être des jeunes actifs, ça peut être des retraités. Et bien là, vous allez pouvoir dynamiser votre rendement et voilà, grâce à la colocation qui, pareil, a quand même moins de réglementation en tant que telle d'interdiction parce qu'on va se focaliser sur une typologie, donc des étudiants ou des jeunes actifs. Donc, on a moins de restrictions contrairement à Airbnb. Voilà, ça rapporte un peu moins. Mais par contre, vous avez un bon ajustement entre location meublée à l'année, où là, vous aurez une personne pour un an ou autre. Là, pareil, vous aurez des personnes qui vont changer un peu plus rapidement. Mais par contre, ça peut être une bonne stratégie. Vous allez pouvoir aussi amortir, bien sûr, la bâtisse hors terrain, être en régime réel, et vous n'aurez pas d'obligation de créer une société type SCI. Donc là, pareil, ça peut être aussi une bonne approche si vous voulez dynamiser vos rendements sur votre locatif. Et la troisième chose sur la location meublée, on a le LMNP, vous avez peut-être entendu, le LMP, loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel en fonction des paliers et des revenus que vous allez, des loyers que vous allez encaisser. Et bien là, on est actuellement, et celui qui a fait le plus de bruit, donc c'est la location courte durée touristique, comme Airbnb. Et ben là, on peut voir bien évidemment que ça va être l'approche où vous avez le plus de rendement possible, mais à prendre en compte que c'est une solution qui est quand même provisoire et d'anticiper et de vous dire que demain, peut-être que vous ne pourrez plus louer sur ce type-là de location et changer. Donc, bien faire les deux calculs, que ce soit un calcul sur la location meublée à l'année ou nue ou bien évidemment de la colocation ou autre, mais faire attention, mais c'est des projets qui peuvent toujours être mis en place et qui apportent bien sûr le plus de rentabilité possible. Donc voilà, d'encaisser le maximum et derrière, voir comment ça va ajuster. Il faudra vraiment voir ça plutôt comme un business et il faudra l'adapter avec le temps. Donc, approche quand même moins long-termiste, mais ça reste bien évidemment une très belle manière de gagner de l'argent grâce à ces locations. Derrière, vous avez une autre approche d'investir. Donc, on a vu la location nue, on a vu la location meublée sous différentes formes. Et bien là, vous avez autrement, vous vous dites, moi, mon objectif premier, c'est de réduire ma fiscalité. Je ne veux pas spécialement avoir de cash flow ou autre, c'est je veux réduire mon impôt. Donc derrière, bien évidemment, on a perdu les lois de style loi Pinel ou autre, mais il va vous rester plusieurs lois. Vous en avez trois actuellement, on va dire les principales. Loi de Normandie, donc c'est dans l'immobilier ancien. Ça vous permet d'avoir une réduction sur vos impôts. Et là, on va être sur du 2% par an. C'est-à-dire, vous prenez le prix du bien, vous avez un bien qui a 200 000 euros, et ben, ça fait que vous pourrez réduire sur votre imposition 4 000 euros chaque année pendant 6 ou 9 ans. Et après, un peu moins, donc ce sera 1,75% par an sur 12 ans. Donc là, par contre, on ne sera plus sur du neuf, comme la loi Pinel, mais on sera sur de l'ancien. Donc faire des travaux, réhabiliter dans des zones spécifiques et derrière mettre votre bien en location.
Donc voilà, là, donc ça, c'est très bien voilà. Après, il faut avoir un projet qui soit cohérent, bien ficelé. Et là, on va axer vraiment uniquement sur la fiscalité en tant que telle. Vous allez autrement le LLI, si vous aimez l'immobilier neuf et que vous voulez pas avoir de travaux en tant que tel dans votre immobilier. Donc là, vous avez la location, logement locatif intermédiaire. C'est uniquement sur l'immobilier neuf. Vous allez pouvoir économiser 10% de TVA. C'est-à-dire que vous aviez un bien qui était, on va caricaturer, on va prendre 100 000 euros. Vous aviez un bien, vous achetez 100 000 euros, donc c'est quand même compliqué, ce sera plutôt 200. Mais sur 100 000 euros, vous allez avoir 10% de réduction de TVA. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 000 euros par tranche de 100 000. Donc 100 000, vous allez avoir un bien, du coup, vous allez acheter 90 000. Sur 200 000, vous n'allez plus l'acheter 200 000, mais vous allez acheter 180 000. Donc ça vous permet d'avoir tout simplement une économie directe via ce dispositif, donc d'acheter moins cher du neuf. Et après, vous aurez des exonérations spécifiques en fonction des communes, de la taxe foncière ou autre. Voilà, donc si vous voulez acheter du neuf, entre guillemets, remisé, bah, ça peut être une solution. Et après, pour ceux qui aiment la belle pierre, ceux qui veulent voilà, des logements d'exception, donc on va avoir la loi Malraux ou le monument historique. On reste un peu sur la même approche, sauf que la loi Malraux va être sur des zones sauvegardées et monuments historiques, on va être vraiment sur du classé monument MH, donc monument historique. Donc là, vous allez pouvoir avoir des économies d'impôts importantes, mais voilà, il faudra quand même prendre en compte que c'est des projets qui sont long terme, au moins 15 ans, pour vous dire, bah voilà, c'est plutôt voilà, je vais enrichir mon patrimoine avec ce type d'actifs et que je pourrais même léguer à mes enfants plus tard. Et en même temps, j'aurais fait des économies d'impôts, j'aurais injecté mes impôts dans ce type d'immobilier. Donc voilà, vraiment les personnes qui vont aimer la belle pierre, tout simplement, pour constituer un patrimoine de qualité. Et derrière, donc la dernière forme, une des dernières formes, c'est l'immobilier professionnel. Donc là, vous allez louer un entrepôt, un bureau, etc. Donc uniquement du professionnel, vous avez moins d'ajustements vous avez moins d'ajustements, mais par contre, ça peut vous permettre d'avoir un rendement aussi qui soit cohérent avec vos attentes. Donc à ne pas négliger l'immobilier professionnel. Donc l'immobilier en France, donc les éléments à connaître dans l'immobilier locatif, bien sûr, qui est complètement différent à la résidence principale. Donc une résidence principale, vous n'allez pas avoir d'ajustement, comme on a pu voir précédemment, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un amortissement, etc. Donc souvent sur votre raisonnement, il faut quand même classifier votre résidence principale plutôt comme un passif sur le fonctionnement. Donc bien sûr, votre maison, votre appartement va prendre de la valeur, mais vous allez décaisser chaque mois. Donc ce n'est pas de l'argent que vous allez pouvoir rentrer et vous allez avoir entre guillemets en finale une charge, même si vous allez pouvoir à terme payer votre crédit et avoir votre résidence principale payée. Mais voilà, sur le fonctionnement quand même, ça fonctionne plutôt comme un passif qu'un actif. Donc les éléments essentiels, donc on a pu voir, vous pouvez détenir, déjà il faut voilà, vraiment vous poser la question, est-ce que je détiens mon appartement, mon immeuble de rapport, tout ce qu'on veut, en nom propre ou via une société. Donc là, vous avez deux choix, au final, qui s'offrent à vous. Voilà, à prendre en considération, parce que ça va changer aussi votre stratégie en fonction de ces deux approches. Vous allez pouvoir, contrairement à la résidence principale, pouvoir déduire une multitude de frais, que ce soit vos intérêts d'emprunt, que ce soit vos frais divers, les travaux que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, ça va être un mixte qui va pouvoir avoir un impact positif au final sur votre fiscalité. Donc, bien évidemment, être soit bien accompagné, soit se renseigner au maximum pour avoir tous les éléments et faire un projet qui soit cohérent et rentable. Et puis en lien aussi avec votre stratégie. Et voilà, je ne le répéterai jamais assez, l'amortissement. Donc vous allez pouvoir amortir la bâtisse hors le foncier, hors le terrain. Et ça,
c'est un plus non négligeable. Et ça, c'est une approche qui va pouvoir perdurer, ce n'est pas quelque chose qui va changer demain. Donc voilà, l'amortissement comptable du bien qui sera possible donc, souvent sur les sociétés à l'IS ou quand vous allez faire du loueur meublé ou autre. Sauf changement de la loi. Mais actuellement, c'est comme ça. Donc là, je vous ai fait deux tableaux exactement. Vous avez un tableau qui vous met les avantages et les inconvénients de détenir en direct et un autre de détenir son bien via une société. Donc là, vous êtes en direct, vous êtes en personne physique. Derrière, vous allez avoir une simplicité quand même administrative. Pas de statut, pas de comptabilité, plus complexe, pas de démarche spécifique. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus simple. Vous allez avoir des abattements sur la plus-value. Donc toujours, quand on regarde un investissement immobilier, on va avoir bien évidemment le rendement. Qu'est-ce que ce bien va nous rapporter? Mais par contre, demain aussi, si on veut le vendre, est-ce qu'on aura une plus-value? Et si on a une plus-value, comment elle sera fiscalisée? Donc là, si vous le détenez à titre personnel, vous avez une durée d'exonération sur la détention. Donc après 22 ans, vous avez plus d'imposition, il ne vous reste plus que la CSG, et après 30 ans, vous n'avez plus rien. Donc ça veut dire que vous gardez votre bien 30 ans, bon, il faut quand même le garder 30 ans, mais vous n'aurez plus de fiscalité sur la plus-value. Vous n'avez pas de frais de création, aucun coût juridique spécifique, comptable, tout ce que vous aurez sur une société. Vous pouvez utiliser des régimes pour optimiser cela via la location meublée, que ce soit LMNP, que ce soit LMP. Donc voilà, vous avez beaucoup d'approches, mais voilà, ça peut aussi être un ajustement. Vous pourrez quand même amortir, contrairement à la location nue, et vous allez pouvoir déduire tout de même vos travaux au régime, bien évidemment, je privilégie le régime réel et pas le micro. Et là, au final, vous allez pouvoir imputer pas mal de choses aussi en termes de personnes physiques. Les inconvénients, donc toujours faire attention la stratégie que vous allez employer parce que vous pouvez vite avoir une fiscalité qui va être moins optimisable et qui va être lourde. Par exemple, si vous décidez de faire au plus simple, location nue, sans approche spécifique, là, vous pouvez voir que vous allez vite avoir 50% de fiscalité sur vos loyers. Donc là, à ne pas négliger et faire attention à la fiscalité en France, voilà, qui est quand même très pesante sur malheureusement notre pays. Donc, imposition des revenus fonciers rapidement lourde, on a pu voir là en premier point, et revenus élevés. Peu de charges déductibles hors régime réel. Donc, voilà, sur des régimes spécifiques. Peu de déductions fiscales hors régime réel. Voilà, c'est pour ça que je vous pousse à aller sur le régime réel si vous voulez vraiment avoir un parc immobilier cohérent, pas uniquement une maison de vacances, entre guillemets, et la location nue, attention, parce que ça peut très vite faire mal en termes de fiscalité. Vous allez avoir une transmission qui sera plus lourde aussi si vous avez des enfants, donc il faut le prendre en compte. Donc derrière, donation, cession du bien, sera souvent plus, vous irez chez votre notaire, mais des fois, vous pouvez avoir des approches qui vont être plus lourdes fiscalement parlant si vous ne prévoyez pas tout ça. Donc, à faire attention sur l'approche que vous voulez donner à votre succession plus tard, bien sûr, y penser. On ne pense jamais à notre décès, malheureusement, mais il faut quand même le penser. On sait que ça va arriver un jour, c'est inévitable, et il faut mieux que vos enfants aient le maximum de ce que vous avez et que ça ne soit pas reversé à l'État, tout simplement. Après, c'est ma vision. Et autrement, vous avez des régimes fiscaux moins souples, pas de choix, parce que en fonction de votre salaire actuel, plus vous allez gagner votre vie, plus au final votre impôt sur le revenu, l'IR, sera élevé. Donc, il faudra quand même passer sur l'IS, l'impôt sur les sociétés, pour optimiser votre fiscalité, tout simplement. Donc pour les sociétés, l'avantage et l'inconvénient d'avoir une société, la société, vous allez quand même avoir une transmission qui va être plus optimisée en termes fiscal. C'est plus facile, voilà, comme on a pu voir avant, c'est plus facile de léguer des parts de société qu'un bien en tant que tel. Donc voilà, ça va être un plus. Vous pourrez mettre vos enfants, les intégrer petit à petit avec les abattements qu'on a sur la succession, sur la donation.
Et donc voilà, vous pourrez optimiser la succession, pas tout simplement, mais vous pourrez l'optimiser. Donc ça, c'est un plus. Vous pouvez choisir, comme on a vu, le revenu plus sur l'IR, mais sur l'IS, qui vous permettra d'optimiser à titre personnel votre fiscalité tout simplement en fonction de ce que vous gagnez actuellement. Vous pourrez voilà, intégrer et faire des projets des fois un peu plus grands avec plusieurs sociétés. Vous pourrez déduire des charges que vous n'aurez pas pu déduire à titre personnel ou hors régime spécifique. Vous allez pouvoir amortir, déduire vos intérêts d'emprunt, frais de gestion, travaux, vraiment tout comme une société lambda qui ferait autre chose que de l'immobilier. Vous allez avoir une protection aussi. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt carré, vous allez pouvoir scinder votre patrimoine professionnel et votre patrimoine personnel. Donc, ça dépend aussi de votre situation. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes salarié, et bien là, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être déjà une SCI qui détient vos locaux, et ben vous pourrez ajuster via des SCI, voilà, des montages spécifiques comme des holdings ou autres. Vous pourrez réintégrer, vous n'aurez pas autant de frottement fiscal que si vous reversiez à titre personnel. Donc là, vous allez pouvoir scinder tout ça et il y aura bien sûr une force sur la société en tant que telle. Et autrement, bien évidemment, revenu foncier mieux contrôlé, possibilité de réinvestir plus facilement sans alourdir l'imposition personnelle. C'est ce qu'on a vu. Si vous avez une société, vous pourrez avoir des montages qui vont vous permettre d'avoir moins de frottement fiscal en tant que tel. Et les inconvénients, bah, on a quand même un coût de création et de gestion de cette personne morale, donc avec tous les frais qu'on pourrait connaître d'une société, expert comptable, etc., etc., les frais de création. Donc voilà, ça sera plutôt le point négatif. Et ça sera plutôt sur la plus-value. On peut voir que quand par exemple, on va détenir un bien en SCI, eh ben, ça ne sera pas adapté à faire de l'achat-revente. Donc, vous aurez plus de fiscalité dans ce cas-là. On sera sur une approche plutôt long terme où on va léguer nos biens sur nos enfants et donc voilà, on aura moins d'ajustements, on n'aura pas ces abattements qu'on a pu voir à titre personnel de 22 à 30 ans pour ne pas payer de fiscalité tout simplement sur la plus-value. Donc là, donc il faut bien avoir en tête, donc quand vous louez un bien, bien sûr, en fonction de votre stratégie, vous allez pouvoir déduire une multitude de frais, de travaux, de frais administratifs et bien d'autres encore. Et là, il faut vraiment l'avoir en tête que c'est complètement différent qu'une résidence principale. Vous allez pouvoir déduire beaucoup de choses. Et puis, il est vraiment important que vous sachiez qu'en France, on a une fiscalité qui est lourde et l'immobilier n'échappe pas à la règle. Donc, bien faire attention quand on monte un projet, ne pas se tromper au démarrage et d'avoir une stratégie qui soit cohérente pour optimiser cette fiscalité. Et comme vous le redis et je vous le redis, l'amortissement de la bâtisse. Donc là, c'est un point qui est essentiel à connaître. Vous voulez investir dans l'immobilier en France, et ben, il faut comprendre que l'amortissement, vous allez pouvoir amortir votre bâtisse, et ça va être un ajustement fiscal assez simple au final, mais qu'il faut connaître. Et donc voilà, vous aurez les leviers fiscaux les plus puissants à connaître pour optimiser l'efficacité et l'efficacité et d'avoir un bon projet immobilier tout simplement. Donc une fois qu'on a sa stratégie, on sait qu'on veut détenir à titre personnel ou sur une société en fonction de son approche, et bien là, bien évidemment, comme on l'a dit, un point qui est essentiel, c'est d'aller demander un crédit, parce qu'avec un crédit, vous allez pouvoir augmenter votre force de frappe sur la liquidité disponible. Donc voilà, le financement du projet qui passe bien évidemment par les banques. Donc actuellement, vous avez un apport qui est nécessaire, il faut le prendre en compte. Des fois, en fonction des profils, ça va changer, mais il faut que vous soyez sur l'ordre de 10 à 20% aujourd'hui. Donc, vous avez un projet à 100 000 euros, eh ben, il faut apporter au moins 10 à 20 000 euros. 20 000 euros. Vous avez un projet à 200 000, eh ben, il faut apporter entre 20 et 40 000 euros d'apport
pour asseoir votre dossier et qui puisse être cohérent au niveau de la banque. Et la banque, donc, elle va bien sûr scruter, elle va faire un scoring bancaire, on appelle ça, elle va évaluer votre profil de risque et se dire, bah, cette personne, on va pouvoir la suivre parce qu'elle a déjà une bonne situation, euh, etc., etc. Donc voilà, notamment l'apport qu'il faut avoir en tête, 10 à 20%. Moi, je recommande pas du tout d'investir en fonds propres, parce que je ne vois pas l'utilité sur de l'immobilier en France. On n'aurait pas assez de rendement. Il y a des solutions qui sont bien meilleures à l'étranger, où vous allez pouvoir investir de la liquidité, vous aurez plus de rendement. Mais en France, par contre, on a du rendement parce qu'on a cet effet de levier du crédit, donc à prendre en compte. Donc il faut aller au maximum, s'endetter, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, il faut faire un bon projet, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Et c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir dans le long terme. On n'est pas sur une approche qui va être euh, court terme, mais sur du long terme, ça va porter ses fruits et c'est une stratégie qui est très bonne. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de fortunes qui ont de l'immobilier dans leurs actifs, bien sûr. Donc voilà, et moi je ne vous demande vraiment pas de mettre de la liquidité. Demain, vous avez 200 000 euros à investir, d'aller mettre 200 000 euros dans un bien immobilier, pas d'intérêt en tant que tel, sauf si c'est votre résidence principale. Mais voilà, faire autre chose et à l'étranger ou des actions, ce que vous voulez, mais pas 100% dans l'immobilier en France. Alors, il y a aussi un point essentiel que je vais vous partager, c'est que quand vous allez en banque, il faut que vous ayez préparé votre rendez-vous. Il faut être le plus professionnel possible, le plus carré, et que la banque, elle se dise, ah oui, la personne que j'ai devant moi, elle va aller au bout de son projet, elle va peut-être en faire d'autres, et vous aurez une relation de confiance qui va s'installer avec le temps. Et donc, bien préparer des tableaux le plus possible, la rentabilité dégagée, le budget, le plan de financement, tout ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place pour avoir vraiment du concret et que la banque soit rassurée. Il faut vraiment rassurer la personne que vous aurez en face, même si derrière vous allez être scoré ou autre, mais même, ça va être comment vous allez amener votre projet, comment vous allez être carré, donc les documents traditionnels aussi, tout amener, dernière fiche de paye, l'avis d'imposition, les relevés bancaires, le justificatif d'épargne, que vous n'êtes pas en découvert ou autre, tout ça, et ben bien l'apporter. Comme ça, au moins, le banquier verra que il y a de grandes chances, au final, vous soyez apte à faire ce type de projet. Donc, et ne paraissez jamais novice sur ce type de projet. Donc, la banque doit avoir confiance en votre capacité à gérer un investissement locatif. Donc, comme pour ceux qui ne me connaisseraient pas, donc le cabinet Mallet Conseil, nous, on accompagne sur une multitude de projets les investisseurs et nos clients, et voilà, de A à Z sur les points qu'on a pu voir, que ce soit de la colocation, que ce soit du Airbnb, que ce soit d'immobilier plutôt défiscalisant sur des niches spécifiques. Donc là, voilà, on accompagne tous nos clients sur ces thèmes. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Et bien évidemment, on vous accompagne sur tout l'aspect fiscalité et autres. Donc merci pour votre attention. J'espère que vous avez eu un maximum d'informations et que vous allez pouvoir faire des projets cohérents et que voilà, ce webinaire vous aura servi. Et en tout cas, n'hésitez pas autrement à me contacter. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon téléphone, vous avez mon mail. Vous pouvez même nous contacter sur le site internet malletconseil.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si tout simplement vous voulez qu'on vous aide à monter votre projet d'investissement dans l'immobilier en France.